On va parler des BRICS ce matin parce qu'il va y avoir un nouveau rendez-vous les 6 et 7 juillet prochains. C'est à Rio de Janeiro, le sommet des BRICS. On en parle ce matin avec Sébastien Abyss. Bonjour, directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. On va beaucoup parler réchauffement climatique certainement, mais beaucoup sécurité alimentaire, ce qui évidemment est un sujet lié avec le réchauffement climatique. Oui, bonjour. Les BRICS font leur 17e sommet annuel. On sait que ce concept financier inventé par une banque états-unienne au début de ce siècle s'est vraiment transformé au fil des années en regroupement finalement géopolitique, géoéconomique entre pays qui au départ étaient 4, ensuite 5 avec l'Afrique du Sud en 2009 qui est arrivée dans le groupe. Et puis surtout aujourd'hui 10 pays membres. L'Indonésie a rejoint récemment les BRICS en tant que membre et 10 pays partenaires avec comme dernière arrivée dans ce club-là le Vietnam. Donc 20 pays aujourd'hui qui pèsent beaucoup et on voit bien que leur réunion est attendue maintenant tous les ans. C'est le Brésil qui accueille cette année et il y a des constantes. Il y a une constante à vouloir désoccidentaliser les règles du commerce mondial, la dédollarisation, les normes. Et il y a une constante sur les sujets de développement humain, de développement social et également les sujets de développement agricole et la sécurité alimentaire. C'était au départ un concept d'investissement en disant aller dans les BRICS pour investir, c'est devenu une entité politique. Absolument, au départ c'est Goldman Sachs pour la nommer et certains spécialistes dans cette banque aux États-Unis qui conçoivent le fait que des pays vont émerger ou réémerger et donc au départ c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et que ces marchés étaient importants parce que population en croissance et en même temps économie dynamique. Le club des BRICS aujourd'hui à 20, c'est la moitié de la population mondiale, c'est un tiers de l'économie internationale, un tiers du commerce mondial, c'est aussi accessoirement la moitié de la production de pétrole dans le monde et 2 tiers des réserves de terres rares. Donc ça compte, ça pèse. Et sur les questions agricoles, c'est pareil, ce sont que des grands acteurs agricoles ou des ambitieux, type les Émiratis qui sont dans le club. Les Émiratis font partie des pays dans le monde qui aujourd'hui investissent beaucoup l'intelligence artificielle et les questions de performance agricole. Caroline. Les BRICS, c'est 75% de la production agricole mondiale. De quelle manière concrètement joue-t-il un rôle décisif dans l'agriculture et la sécurité alimentaire? Quel pays pèse le plus sur ce plan-là? Évidemment, nous avons des géants agricoles dans les BRICS. Le Brésil, évidemment, la Chine et l'Inde par leur taille et leur production nationale, la Russie par sa production et son rôle à l'export. Mais encore une fois, des géants sont arrivés dans le groupe ces derniers temps. L'Indonésie, j'en parlais, le Vietnam fait partie de grands acteurs. Et puis nous avons des pays comme l'Afrique du Sud, qui est quand même la première économie agricole de l'Afrique, il ne faut pas l'oublier, mais également le Nigeria ou l'Éthiopie, qui sont d'autres géants agricoles, si on ne prend que les pays africains. Je crois que ce qui est important de noter, c'est que dès le départ, dans le narratif des BRICS, il y a aussi un constat, c'est que les pays du Nord, les puissances européennes, les États-Unis, dans leur développement international et coopération internationale dans les années 2000, ne mettent plus les questions agricoles et alimentaires forcément au cœur des discussions de la coopération. Là où les pays du Sud, ce qu'on appelle parfois de manière un peu exagérée le Sud global, mettent l'accent sur les questions de développement humain parce que précisément toutes les questions de sécurité alimentaire sont loin d'être atteintes et donc ils ont ces besoins de sortir des gens de la faim. Le Brésil de Lula l'a fait beaucoup dans les années 2000, mais nous avons cette obsession encore de la part de l'Inde et d'ailleurs le couple Brésil-Inde dans les BRICS sur les questions agricoles est vraiment déterminant aujourd'hui. Avec derrière des questions de guerre commerciale, avec une demande de développer le libre-échange, d'arrêter avec les barrières commerciales. Oui, alors c'est un peu le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui ce sont des pays qui se font les chantres en fait du libéralisme économique, qui sont pour la coopération internationale en termes de recherche, en termes d'édition de nouvelles règles, de nouvelles normes. Ça c'est très important, c'est-à-dire les BRICS aujourd'hui déconstruisent l'ordre du XXe siècle que les Européens, les États-Unis ont établi. Mais ce qui est quand même toujours à rappeler, c'est que le club des BRICS est aujourd'hui composé de nations qui sont en rivalité et concurrence ouverte. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser que tous ces pays soient d'accord sur tout. C'est d'abord un club de concurrents. Il y a beaucoup moins de convergence entre les membres des BRICS qu'entre les États membres de l'Union européenne. Alors je sais que dans l'Europe, il y a des divisions, mais dans le G20 des BRICS aujourd'hui, les divisions sont beaucoup plus fortes. Et encore une fois, c'est quand même chacun pour soi d'abord, la loi du plus fort qui domine. La petite particularité avec le sommet ce week-end au Brésil, c'est qu'il n'y aura pas Vladimir Poutine, mandat d'arrêt international oblige, et le Brésil reste une démocratie. Et Xi Jinping ne viendra pas, ce qui est une première, ce qui donnera une place encore plus importante à Narendra Modi,
qui lui fait une présence beaucoup plus forte cette année au Brésil. Et puis le Brésil attend beaucoup de ce sommet ce week-end parce que c'est un tour de chauffe avec la COP30 sur le climat qui va venir au mois de novembre. Et Lula tient aujourd'hui aussi à mettre le sujet du climat, de la finance verte au cœur des discussions entre BRICS. Caroline. En revanche, Vladimir Poutine était bien présent au sommet annuel à Kazan, en Russie, en octobre dernier. À ce moment-là, les BRICS ont acté le lancement de leur propre bourse de céréales. Expliquez-nous un peu de quoi on parle. La Russie, c'est le premier exportateur mondial de blé. C'est quoi l'objectif de Vladimir Poutine? C'est un meilleur contrôle des prix? Oui, c'était Notamment. en partie cela. En fait, la Russie, quand elle accueille le sommet des BRICS à l'automne dernier, elle constate quand même que pour exporter ses céréales, et notamment son blé, c'est le premier exportateur mondial de blé depuis quelques années désormais. Elle est quand même de plus en plus en difficulté pour recevoir les paiements. Parce que les sanctions font que les banques russes ont du mal à être payées, que les acteurs russes ont du mal à être rémunérés quand le blé russe part à l'international. Et donc, pour contourner les sanctions, il faut des parades. Il faut pouvoir échanger ces céréales, ces blés, sans être payé en dollars ou en roubles parce qu'il y a des sanctions. Donc en fait, ça va être le développement de paiements par crypto-monnaie, ce que la Russie est en train d'accélérer sur les produits agricoles et céréaliers. Et puis on ne sait pas très bien, cette bourse a été une idée lancée au mois d'octobre, on doit en reparler ce week-end, la Russie y tient. Est-ce que c'est pour établir des prix, mais uniquement entre membres des BRICS? Est-ce que c'est pour aller encore plus loin, c'est-à-dire d'échanger et de vendre du blé russe uniquement aux membres des BRICS avant de penser à une deuxième catégorie de pays dans le monde? C'est un peu tout cela qui est sur la table. Par contre, la Russie y tient beaucoup. Et même si Vladimir Poutine ne sera pas à Rio ce week-end, la diplomatie russe continuera d'appuyer sur ce sujet. Merci beaucoup Sébastien Bize d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.